Parfait, donc merci à toutes et tous d'être présents et présentes ce soir. C'est un plaisir de rencontrer des nouvelles têtes et de revoir les plus anciens. On va recommencer un peu par l'historique de l'association AI Suisse, comme ça vous saurez tous un peu la genèse et pourquoi on est là ce soir. Ça a été créé maintenant il y a 2 ans parce que l'IA n'est pas nouvelle, ça fait longtemps que le machine learning fait des merveilles, mais l'IA générative a forcément marqué tous les esprits et c'est potentiellement grâce au fait ou à cause du fait que la sémantique soit humaine et on a l'impression qu'elle nous comprend, qu'elle nous parle comme si on parlait à un ami. Donc c'est une autre relation avec la machine, mais ça reste des machines derrière et du coup voilà. Du coup, on a ressenti assez vite le besoin. Le mot vite là-dedans est important parce que les choses bougent très rapidement. Et donc, le besoin était là de rassembler les gens qui, déjà, avaient envie d'en parler, avec les gens qui savaient de quoi ils parlaient et les gens qui ne savaient pas de quoi on parlait. Donc, en gros, les choses avançant vite, beaucoup de personnes se retrouvent confrontées à des situations où on est rapidement dépassé par soit les outils, soit par ce qu'on entend de ses collègues, soit par ce qu'on vit simplement en entreprise. Et il est extrêmement important d'avoir un accompagnement à la hauteur de tout cela, et ceci à tous les niveaux. L'association a donc été créée pour pouvoir créer ces plateformes, ces ponts entre les gens justement qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice là-dedans, et ceux qui ont envie d'en apprendre davantage, que ce soit pour ne pas être largués d'un côté, ou simplement parce qu'ils sont déjà dedans, ils avancent avec l'IA, et ils ont des challenges qui naissent, et ils viennent ici au Brain to Brain avec leurs questionnements, avec leurs cas d'usage auxquels le reste de la communauté peut répondre. Et aujourd'hui, nous aurons justement l'une de ces personnes qui a vécu les Brain to Brain de l'intérieur. Il en a fait 4 Brain to Brain Labs où on a parlé d'IA. On a parlé d'IA concrètement, c'est-à-dire qu'on a pris un outil absolument génial, mais qui n'est pas forcément facile à apprivoiser, qui n'était pas forcément connu à l'époque, maintenant il l'est de plus en plus. Et on a montré comment cet outil pouvait être utilisé concrètement. On a fait ça de manière graduelle. Et lui, qui est dans un domaine technique, il est dans la microtechnique à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, il a apprivoisé cet outil pour répondre à un problème qu'il avait de manière très concrète. Il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi-même. Mais en gros, ça lui a permis de solutionner lui-même, en tant que directeur de son entreprise, un problème qui lui aurait coûté certainement beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et c'était même pas sûr qu'il arrivait à trouver des gens compétents pour répondre à quelque chose d'aussi spécifique dans un domaine pareil. Et ça, en fait, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est d'apporter en fait la connaissance d'un point de vue le plus objectif possible vers tout un chacun, dans tous les milieux, dans tous les secteurs, et que surtout la communauté puisse redonner ça au reste de la communauté en venant alimenter en fait les discussions qu'on a ici par leurs expériences, parce que finalement tout le monde vit quelque chose de différent, de spécifique, et pouvoir voir que certaines personnes arrivent à appliquer ça et à l'absorber dans un certain domaine, ça peut donner des idées ou même des vocations dans certains cas. L'association AI Suisse, donc, a les Brain to Brain, c'est aussi les conférences annuelles où là on a beaucoup plus de monde et du coup c'est moins participatif. Et on a encore un niveau supérieur qu'on appellera peut-être consultatif au niveau législatif, ça fait beaucoup de if, désolé, mais le but c'est ça, c'est qu'on puisse aussi parler d'une seule voix en faisant remonter ce qu'on voit sur le terrain, ce que les gens ressentent vraiment, ce que ceux qui ont apprivoisé ces outils peuvent communiquer. Et du coup, au niveau fédéral, à Berne, lorsqu'il y a des questionnements sur la régulation, etc., on aimerait aussi bien qu'il y ait des gens qui touchent ces choses-là, qui puissent véhiculer leur vision. C'est pourquoi on a déjà été consulté à Berne dans certains cas. Mais maintenant, pour être fort au niveau suisse, il ne suffit pas d'être bien en Suisse romande, ni même peut-être d'être bien qu'en Suisse allemande. Il faut être sur tout le territoire et il faut pouvoir parler d'une seule voix. Et c'est ça qu'on a réussi à faire maintenant. On a eu des contacts très rapprochés avec une association sœur du côté suisse allemande qui s'appelle KI Impact, qui a été fondée quelques mois après AI Suisse. Et du coup, le but, ce serait de faire de ces associations
qu'une seule association. Alors, on aura bien entendu nos différences régionales, on va garder notre gouvernance ici et garderont la leur de leur côté parce que c'est des formats parfois un peu différents, mais au moins, on aura une association fêtière qui représentera les deux. C'est encore quelque chose qui va être voté à l'Assemblée générale, auquel vous êtes bien entendu toutes et tous conviés. Ce sera le 13 mai prochain à Neuchâtel. Pourquoi Neuchâtel? Parce qu'on a fondé l'association à Neuchâtel, donc on fait l'Assemblée générale sur place. Et là, on pourra se prononcer sur ce type de questions. Donc, n'hésitez pas à venir. À la suite de ça, il y aura aussi un petit brain to brain, où c'est qu'on reparlera d'IA, cette fois un peu plus terre à terre. Ce sera des petites solutions pratiques pour les TPE et les PME. Voilà. Et du coup, vu que maintenant, il y aura potentiellement cette fusion qui se met en place, mais dans tous les cas, on monte en qualité au niveau de l'association, et la structure et la gouvernance vont aussi monter en qualité, on s'est dit que c'était certainement le bon moment de réfléchir à un positionnement un peu différent, à renouveler un peu notre communication et notre branding. C'est pourquoi vous voyez ici AI Suisse dans sa forme actuelle et potentiellement ici AI Suisse dans sa forme nouvelle qui se veut un peu plus institutionnelle, mais surtout le but c'était de représenter la Suisse tout entière. Donc vous voyez le drapeau suisse sur fond rouge qui représente vraiment la Suisse en entier et on espère que ce sera quelque chose qui corresponde à l'image qu'on veut donner. Le but de AI Suisse, donc, c'est ça, c'est d'accélérer le progrès en Suisse parce que l'IA est vecteur de progrès énorme, mais pas seulement pour la communauté technophile, c'est vraiment quelque chose qui doit être adopté pour l'ensemble de la population, les entreprises de toute taille. On veut de l'efficacité, mais on veut le faire de manière responsable. On ne veut pas que ça augmente les disparités et on veut que la société soit renforcée grâce à l'IA. On a aussi des initiatives qui cherchent ici à toucher les plus jeunes. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, ça va extrêmement vite. Et malheureusement, en Suisse, l'éducation, mais je pense que c'est un peu dans tous les pays pareil, ne bouge pas forcément très très vite. Donc il y a un fort potentiel pour que l'IA soit adoptée, mais pas forcément de manière très bonne par les étudiants, par les enfants. Et c'est pourquoi on a vraiment mis beaucoup d'énergie à réfléchir comment trouver le meilleur modèle pour que l'IA soit adoptée de manière optimale par les plus jeunes. Et du coup, là, je passe la parole à Charles-Édouard qui a travaillé sur cette réflexion en profondeur. Merci. Alors l'idée c'est aussi que l'IA soit inclusive. D'ailleurs ça me dépite un peu que vu qu'on parle toujours d'IA à travers l'informatique aujourd'hui, même dans l'éducation, on se retrouve avec des salles majoritairement masculines. Si vous connaissez, oui, merci. J'ai amené ma copine. Donc si vous voulez attirer des gens, sachant que ça nous touche tous aujourd'hui, bon, là on va faire un virage du coup dans l'enseignement pour plusieurs raisons. C'est que là on a vu ensemble qu'on arrivait à faire des belles choses en tant qu'entrepreneur, en échangeant autour de méthodes, on peut networker, on peut développer des nouveaux business. Par contre, pour vraiment toucher, je veux dire, tous ceux qui sont présents ici sont déjà acquis à l'idée de faire des choses avec l'IA. Donc si on aimerait aller plus loin, l'idée c'est vraiment de toucher un petit peu plus jeune, là où ça peut aussi faire le plus de dégâts, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avec vous, où on était interpellé sur les questions de « Ah, j'ai des enfants qui font ci, qui me disent qui s'adressent à ChatGPT avant moi », toutes ces choses-là. Donc si on voit encore que quelques années après l'introduction des écrans, il y a encore des débats à l'RTS sur ça, réseaux sociaux pareil, on peut imaginer la vague de problèmes de toutes sortes qui vont arriver si on n'est pas efficace dans l'éducation pour pouvoir décrypter ces choses-là. Donc on trouve que c'est absolument nécessaire pour toucher assez large, d'étendre un peu notre vision et de pouvoir relier le point qu'on connaît bien, qui est celui qu'on partage ensemble, qui est le point de comment utiliser l'IA dans les entreprises efficacement. Ça devient même des critères d'employabilité aujourd'hui pour certaines entreprises. Donc relier ce point-là à l'enfant de 4 ans qui est encore très malléable et qui peut être exposé librement à un ChatGPT ou un truc cadré avec des enseignants qui savent de quoi il en ressort. Donc on aimerait vraiment porter ça. On a écrit un livre blanc qui permet de poser des bases de dialogue
avec tous les acteurs qui vont jusqu'aux parents, forcément, les institutions, les décideurs. Et puis, on va essayer de porter ça dans le deuxième semestre avec des expériences terrain, donc auxquelles vous assisterez peut-être pas forcément ou à travers vos enfants. Mais voilà. Donc, on aura... Oui, pardon, je suis pas dans la... Donc voilà, on se reverra autour de ça. On aura l'occasion d'en discuter aussi à l'AG et puis après, de toute manière, en privé. Voilà. Merci. Parfait. Voilà, puis comme on l'a dit, donc l'éducation, ce sera plus ou moins notre fer de lance pour le deuxième semestre, extrêmement important. Mais il y a aussi toute la partie décideur, que ce soit au niveau politique, au niveau des entreprises, des conseils d'administration. On a vu que souvent, il y a de l'idée, mais c'est mal accompagné. Donc, pourquoi ne pas aussi ici essayer d'apporter des pistes concrètes. Et du coup... l'une des bonnes façons de trouver ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est de le faire basé sur des outils scientifiques. Et là, on a aussi des gens assez compétents pour nous aiguiller là-dessus, tout en sachant que le terrain est extrêmement important et c'est pourquoi l'association est aussi formée de beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui sont sur le terrain. Et on a maintenant à peu près 64 membres aujourd'hui. Le but, c'est pas de grandir à tout va. Tout le monde peut venir au Brain to Brain sans être membre. Il y en a d'ailleurs beaucoup d'entre vous dans ce cas-là. Mais effectivement... être membre permet de pouvoir vivre librement l'association et de venir à tous les niveaux participer aussi aux discussions. Donc on se veut ouvert et si vous avez envie de participer, n'hésitez surtout pas à vous approcher de nous. Voilà. Ok, donc on va direct aller dans le vif du sujet. Donc moi je suis le jeune patron d'une petite entreprise. Quand je dis jeune, c'est pas moi qui suis jeune, c'est parce que ça fait pas longtemps que je suis propriétaire d'une entreprise. Je l'ai acheté fin 2022. Et voilà, c'est une petite entreprise qui s'appelle STB Microtechnique. On est à La Chaux-de-Fonds. On fabrique des mouvements pour les coffres-forts. C'est entre la mécanique et l'horlogerie, c'est des mouvements, c'est simplement des timers qui se trouvent à l'intérieur des portes de coffre-fort. On les remonte, ça fonctionne avec un échappement de montre, c'est donc vraiment très très proche de l'horlogerie, simplement en plus grand. Et ces dispositifs vous permettent de verrouiller votre coffre pour une durée que vous réglez vous. Et même vous, ensuite, avec la clé, ce que vous voulez, tous les systèmes d'ouverture, on ne peut pas les ouvrir. Ça a été pensé et inventé pour éviter les kidnappings. Donc, simplement, c'est un produit qui a été inventé aux États-Unis. Mais les Américains, quand ils ont commencé à produire, ils se sont vite rendus compte que tout ce qui touche à l'horlogerie, ils avaient de la peine à avoir de la fiabilité. Donc, ça fait depuis 1946 que c'est en Suisse que ça se passe et que c'est en Suisse que c'est fabriqué. Et puis voilà, on continue, c'est un marché qui est stable, on va dire, c'est pas Google, mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant et c'est surtout un savoir-faire qu'on a, qu'il faut absolument préserver. Et on fait typiquement, ouais, vous voyez, j'arrive pas, j'ai pas la flèche, mais en gros ça, c'est l'échappement qui est sur une plateforme comme ça, qui se trouve en haut des mouvements, et ça, typiquement, c'est maintenant aussi sur tout ce qui est pendule, ces pendules de luxe que vous pouvez voir, MBNF et comme ça, c'est ça aussi. Donc voilà. C'est une petite entreprise de 20 personnes. On n'est que 4 qui ne sommes pas productifs. Donc on n'a pas la latitude de développer plein de choses. Je n'ai pas plein d'ingénieurs pour moi. Voilà. Moi, j'ai un parcours où j'ai travaillé beaucoup avec des ingénieurs. J'ai fait du code. Alors, des fois, je vois des problèmes, puis je me dis « Ah, c'est bête. Si j'avais un peu de temps, ce que j'ai jamais... si j'avais un peu de temps, j'améliorerais tel ou tel processus, j'améliorerais telle ou telle chose. Maintenant, voilà, les journées passent très vite. Si j'ai du temps, c'est 1 heure par-ci, une demi-heure par-là, pour essayer de résoudre des petits problèmes du quotidien. Donc, j'avais déjà un premier problème, par exemple, c'est que quand on fabrique quelque chose, on a des ordres de fabrication. Donc, c'est des documents imprimés qui partent dans la production. Chaque opérateur qui fait une opération va signer, peut-être annoter ce qu'il a fait. Et puis ça, après, on le met sur la photocopieuse quand c'est terminé, et puis on l'archive. Mais un truc tout bête, c'est que
Si on veut pouvoir les reconsulter après, il vaudrait mieux qu'ils aient au moins le même numéro que le numéro d'ordre de fabrication. De cette manière-là, on les retrouve. Et puis, il y a des systèmes qui existent, qui s'appellent la GED, hein, c'est vraiment gestion électronique des documents. Mais c'est des systèmes déjà assez onéreux pour une entreprise comme la mienne. Et puis après, il y a une mise en place. Ce n'est pas juste on achète un software et ça marche. C'est un projet à mettre en place qui prend du temps et des ressources. Donc, moi, je me suis dit, je sais qu'on peut faire quelque chose par code. Je sais que le Python, par exemple, est un langage qui permet de faire ce genre de choses. Mais moi, quand je faisais du code, ce n'était pas du Python, c'était pas comme ça. Enfin, voilà, je ne connaissais pas très bien. Alors, je me suis quand même attelé une fois à faire ça, et puis simplement faire du code qui permet de prendre ces ordres de fabrication, de les analyser, de les renommer automatiquement. J'ai fait ça en Python, mais j'ai passé beaucoup de temps. Parce qu'il faut trouver les bonnes librairies, il faut trouver le temps pour faire des essais. Je suis interrompu tout le temps. Il y a toujours un problème en production, il y a toujours quelque chose. Et puis, ça m'a pris un temps fou pour faire un programme qui n'est pas très beau, qui n'est pas commenté, qui n'est pas documenté, et puis qui s'appelle Test 3. Et qui s'appellera toujours Test 3. Et puis, voilà, on n'est déjà pas très satisfait, mais c'est le mieux qu'on peut faire. Et puis après, ça continue d'avancer, puis on n'a pas le temps d'aller plus loin. Donc, en général, on reste avec ce qu'on a, une espèce de première version qui marche, on ne touche plus. Ça, c'est un truc de codeur quand même. Hein. C'est ça marche, on ne touche plus. Mais ce n'est pas documenté. Si quelqu'un a un jour de le reprendre ou si ça ne fonctionne plus, alors là, il va falloir repasser du temps. Et puis, voilà, ça, c'était un de mes premiers problèmes. Je l'ai résolu comme ça parce que c'est encore relativement facile. Il y a pas, ça ne demandait pas des très grandes connaissances, ça ne demandait pas beaucoup de librairies. J'ai trouvé quand même, mais j'ai dû beaucoup chercher sur Internet vraiment la méthode comme j'ai toujours fait. Ça veut dire on va regarder sur des forums, sur des exemples de code, voilà. Donc ça, c'était avant. Et puis après, moi j'ai reçu un email d'AI Suisse parce que ils ont ratissé assez large, ils ont envoyé des newsletters auxquels je me suis abonné. Et puis j'ai vu un brain to brain comme ils appellent, c'est vraiment un lab où on peut prendre son ordi, on peut commencer un petit peu à toucher, puis ça m'a intéressé. Jusqu'à maintenant, tout ce qui était AI pour moi, c'était faire des images modifiées, des mecs à 5 pouces, des trucs nuls. Je me disais toujours, ça, c'est pas pour moi, et puis en plus c'est un truc en ligne, j'aime pas les trucs en ligne, j'avais pas l'impression que j'avais vraiment un contexte que je pouvais sauvegarder, que je pouvais donner beaucoup d'instructions. Ceux qui sont très forts en ChatGPT diront peut-être que c'est quand même mieux fait que ça, hein, mais après, dans ma tête, moi je juge, et puis après, des fois, il me faut beaucoup de temps pour revenir sur mon jugement. Et donc là, c'était un lab comme ça. Alors, génial, je me suis inscrit. Et puis, le topic, c'était co-créer avec Cursor AI. Donc, c'est un outil qu'utilisent certaines personnes de l'association. Et puis, je me suis dit, c'est génial, je vais essayer. Bien sûr, j'ai eu trop de boulot ce jour-là. À 6h30, où ça commençait, j'étais encore à la chaux de fonds. J'ai pas pu y aller, mais je recevais déjà des partages Google Drive, je recevais des choses, parce qu'il se passait des choses, comme j'étais inscrit, je recevais des notifications qu'il se passait quelque chose, et puis du coup, j'ai pu suivre, donc là vous voyez, ça c'était un petit peu ce qui m'a attiré, et puis là c'est donc la vidéo sur YouTube. Donc la vidéo sur YouTube, elle a été publiée quelques jours après, et puis j'ai pu suivre un petit peu ce que c'était, j'avais les fichiers, j'avais les informations, et puis j'ai commencé à un petit peu tripoter. Je dis, on va voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que j'arrive à faire. Et puis j'ai commencé à lancer un peu le truc, et puis j'ai regardé quand était le prochain Brain to Brain. Et puis je me suis dit, cette fois, je vais vraiment faire en sorte d'être au rendez-vous, d'y aller, et puis de poser les questions que j'ai déjà. Donc ce qu'il faut dire, c'est que justement, là, pour typiquement ce brain-to-brain-là, il y avait un partage sur le Google Drive, et puis après, il y a un GitHub qui a été mis en place. Pour ceux qui développent un peu, le GitHub, c'est peut-être plus, et vous connaissez peut-être, mais c'est un outil qui est vraiment pratique. Et puis là, je retrouvais un petit peu mes marques, dans le sens, c'est un outil, on n'est pas sur une page Internet, on a la possibilité d'organiser nos fichiers, d'avoir une espèce de contexte,
de pouvoir mettre les fichiers de base sur lesquels on veut travailler, tout ça dans une espèce d'arborescence, comme vous feriez dans un explorateur de fichiers. Donc ça, je trouvais intéressant pour moi, ça me parlait plus au niveau résolution de problèmes. Et puis après, je suis allé donc, au deuxième Brain to Brain, où j'ai rencontré Charles-Édouard, j'ai rencontré toute l'équipe, et puis ils m'ont un petit peu expliqué comment utiliser. J'avais déjà un petit peu fait des essais, et j'avais déjà des idées d'application. J'ai d'autres problèmes. J'en ai toujours. Et puis là, typiquement, un deuxième exemple d'application que j'avais, je fais des rapports de mesure. Je fais des rapports de mesure pour mes clients. Alors, pendant un certain moment, je faisais, j'en sais rien, je livrais une centaine de pièces par mois. J'arrivais à perdre le temps, entre guillemets, de mettre en forme moi-même mes rapports de mesure. Il faut savoir que j'ai acheté un appareil qui permet de sortir des rapports de mesure automatiquement en PDF, mais dans un format qui est complètement défini. Je ne peux pratiquement rien faire à part mettre mon logo. Et puis, ça mesure 10 pièces à la fois. Donc, si je fais 100 pièces, j'ai 10 rapports que je dois concaténer, que je dois mettre ensemble, qui prennent chacun 5 mégas. Voilà, c'est des gros trucs. On doit les ouvrir avec un outil style Adobe, style peu importe, un processeur de PDF, mais il faut le faire à la main, quoi. C'est un petit peu pénible. Mais pour 100 pièces par mois, pas de problème. Maintenant, tout à coup, je suis à 1000 pièces. À 1000 pièces, ça commence à devenir tendu. Il faut que je trouve une solution. Et j'étais déjà, quand j'ai reçu les premières invitations d'AI Suisse, j'étais déjà dans cette problématique. J'ai pensé, je me suis dit, nickel, j'avais déjà un petit peu fait du code avec du Python, est-ce que j'essayerais? Mais j'ai pas le temps. J'avais vraiment pas le temps d'aller chercher toutes les informations, parce que maintenant, dans ces rapports, il y a des images, il y a des tableaux à lire, j'ai des valeurs à comparer, j'ai des témoins à mettre vert ou rouge si la mesure n'est pas bonne. Enfin voilà, j'ai pas mal de process à faire que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je me suis dit, parfait, c'est exactement le projet test avec lequel je vais pouvoir essayer de faire quelque chose. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est des fichiers volumineux. Si vous regardez, ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est un rapport comme ils sont sortis par la machine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette image. C'est important qu'il y ait l'image de chaque mouvement que je mesure, d'accord? Et puis après, ici, c'est les valeurs. Mais vous voyez que ça fait une page, une mesure, et puis en plus, j'ai encore une belle page de garde qui fait la totalité des mesures, dont je me fiche complètement. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ça. Ça veut dire quelque chose où j'arrive à mettre toutes les informations qui sont pertinentes pour mon client, là, à chaque fois l'image, à chaque fois le tableau qui correspond à l'image, et puis comme ça, mon client, lui, il reçoit 1000 échappements, et si le 533, il a un problème, il peut aller regarder, on peut en discuter. J'ai une qualité de documentation qui est parfaite pour mon client. C'est ce que je cherche. Donc, du coup, je me suis lancé, et puis donc selon les consignes et les conseils de mes amis d'AI Suisse, j'ai fait un projet. Donc, j'ai commencé par créer le projet. Ça veut dire que donner les spécifications, parce qu'on a toujours un petit peu de la peine à faire, mais la première chose que j'ai fait avec Cursor, c'est que j'ai dit, voilà mon problème, aide-moi à déjà définir les milestones, définir un tout petit peu toutes les caractéristiques pour cette tâche-là. Donc, il faut que je décrive la tâche que je fais, mais après, on peut affiner. C'est vraiment là où j'ai commencé à comprendre la puissance de la chose, c'est que c'est un dialogue. C'est un dialogue, c'est vraiment, j'ai mon projet qui commence comme ça, et puis je commence par dire, voilà, faisons les spécifications ensemble, on avance gentiment, et puis on part de ce point. J'ai d'abord été un peu gourmand, j'ai d'abord dit « super, c'est presque... J'ai ce problème, fais-moi ça, débrouille-toi ». Ça marche pas. Il faut découper, il faut comprendre. Et puis en fait, quelque chose qui avait été dit pendant une de ces présentations, c'est comme si on avait un collègue avec lequel on discute. C'est vraiment... Je pose un problème... Il me donne une première réponse, une première solution, et puis on évalue ensemble, et puis après je dis « Ah non, mais ce n'est pas exactement ça que je voulais », on change un petit peu. Et puis quand on fait un petit peu du découpage comme ça, j'ai réussi à chaque fois à avancer par petits pas. Ça veut dire que
Au début, je disais, tiens, voilà le PDF, trouve-moi les infos. Ça ne marche pas. Alors, je disais, alors, dans le PDF, il y a déjà un tableau. On va déjà trouver ce tableau. On va aller trouver, tu devrais trouver telle valeur, telle valeur, telle valeur, à peu près comme ça, jusqu'à qu'on arrive à quelque chose, une analyse qui est bonne. Typiquement, j'ai dû utiliser les expressions régulières. C'est quelque chose qu'on utilise pas mal en codage, mais c'est un peu barbare comment dire, comme syntaxe, quoi. Il faut la pratiquer beaucoup pour être fort avec ça. Et puis là, typiquement, avec l'AI, on n'a pas de problème, parce qu'on dit, voilà, il faut que je trouve, puis c'est lui qui va proposer les solutions. Je dois dire que j'ai pas beaucoup été mettre mon nez dans le code. Il m'a créé du code, je l'ai beaucoup essayé le code, et puis après, je dis, voilà, non, ça va pas, on change ça. C'est vraiment un dialogue. Et puis après, tout à coup, je me fais interrompre. J'ai un employé, un collègue, qui a un problème, puis pendant 4 heures, je fais plus rien. Puis tout à coup, je reviens dessus. Et puis après, je continue mes interactions avec l'outil. Et puis, on peut arrêter et reprendre quand on veut. C'est vraiment ce qu'il me faut. Parce que moi, je ne peux pas travailler une journée à la suite sur un projet. Et puis, je n'ai pas, du coup, besoin de garder en tête tout ce que j'étais en train de faire. Il y a une historique, on peut vraiment revenir sur le problème, on peut presque lui dire à quoi on en était, on continue. Donc ça, c'était la façon de bosser. Donc, attendez, je digresse, hein, vous me dites. Hein, si... Donc là, typiquement, la première chose qu'on a fait, c'était structurer le projet, d'accord ? Et puis, organiser les modules, et puis aussi, typiquement, trouver les librairies qui font sens. Ça prend énormément de temps quand vous voulez faire un projet de zéro, puis que vous ne faites pas du Python tout le temps. Il faut savoir quelle librairie va bien aller pour extraire des images, quelle librairie va bien aller pour analyser un PDF, tout ça. Et puis ceux qui sont tout le temps dedans savent. Moi, je ne savais pas. Donc là, c'était une grande aide. Donc voilà, c'est typiquement, là, après, on a fait l'extraction. Les patterns, c'est ce que je disais, la gestion des patterns, c'est avec les expressions régulières. Et puis, au fur et à mesure, on peut corriger les premiers bugs qu'on voit, on peut toujours documenter, on peut mettre du debug. Moi, j'aime beaucoup travailler avec un petit peu un truc qui décrit tout ce qu'il fait, puis comme ça me permet de voir. Mais c'est vraiment comme si je travaillais, on va dire, avec un type qui me fait du code, puis je dis « Ah non, c'est pas comme ça, j'aimerais comme ça ». Donc, on arrive vraiment à travailler comme une espèce de collaboration, vraiment. C'est vraiment la co-création, hein. C'est vraiment ça. Et puis, quand j'ai commencé à réussir à extraire mes données, à extraire mes images, à les resizer et tout, il fallait faire un rapport. Donc, j'ai dit, il faudrait un template. Il faudrait que je puisse dire, mon rapport, il doit avoir cette forme. Donc là, aide-moi à créer un template, trouvons les outils. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que je voulais ? J'ai dit que j'aimerais, si possible, un truc un peu compact, avec une image de taille raisonnable, au moins 5 mesures par feuille. Et puis, typiquement, j'ai utilisé Report Lab. Et puis là, ça m'a permis de voir déjà les premières sorties, comment ça donne. Et puis dire, c'est pas beau, ça va pas, j'aimerais que telle ligne soit plus fine, telle ligne, les en-têtes soient plus grandes. On peut à peu près tout faire, et puis c'est que en dialoguant. C'est vraiment que en dialoguant. Donc c'était vraiment pour moi la façon idéale de coder. À mon avis, on n'a plus vraiment besoin de connaître un langage exactement. On a besoin de connaître quel problème on a exactement, bien le décrire, et puis on va dire aider l'outil à nous aider. Ça veut dire trouver le prochain step. Ça veut dire qu'il présente une sortie, on dit OK, c'est bien, on corrige encore ça, ou bien on dit maintenant on passe au point suivant, typiquement là faire le rapport. Après je me suis dit bon, c'est génial, mais ça, c'est quand même un peu barbare. C'est du Python, ça se lance dans PowerShell. Moi, ce n'est pas des codeurs, mais mes employés. Et puis, il faut qu'ils puissent le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On fait une interface graphique. Ça, tout le monde sait faire. Enfin, tout le monde sait utiliser une interface graphique. Et puis, typiquement, en Python, moi, aucune idée comment faire une interface graphique. Aucune idée. Donc, de nouveau, j'ai dit, voilà, maintenant c'est bien,
on va dire, un moteur qui fonctionne bien, ça génère les rapports, mais il faut que je puisse le donner dans les mains de quelqu'un qui ne va pas lancer des commandes sur des lignes de commande. Donc, on a avancé comme ça en disant, bon ben voilà, on fait une interface utilisateur, donc toute simple, hein. On voit là, on a les boutons pour vider la liste ou charger la liste avec tous mes fichiers comme ça, d'accord? Moi, je laisse quand même toujours un petit peu de dialogue là, comme ça, on voit qu'est-ce qui se passe, parce que ça prend pas mal de temps. Donc, on voit si le système est planté ou bien s'il est en train d'avancer. J'ai aussi fait mettre justement une progress bar et puis typiquement des valeurs que je peux forcer, parce que je vais avoir peut-être une trentaine de rapports, et puis tout à coup, dans une des feuilles, il y a une valeur qui a été entrée fausse par l'opérateur. Alors, typiquement, le type de mesure, qui n'est pas le même, alors je dis, bon ben voilà, ça, ce qu'on a mesuré, c'est tel modèle, tel truc, je force. Mais ça aussi, c'est parce que j'ai vu que tout à coup, dans mes 30 rapports qu'on générait, tout à coup, j'ai un bug. Donc là, on a pu avancer comme ça, en disant, ah, mais... on va plutôt organiser ça comme ça, agencer l'interface graphique un peu de cette manière-là, de faire qu'il y ait une espèce de sens. Ça veut dire qu'on ouvre les fichiers, on les analyse, on analyse les valeurs qu'il y a dedans, on force les valeurs, et puis après on presse génération du PDF. Et puis c'est vraiment... voilà, c'est fait comme j'ai demandé, à peu de choses près. Et puis là aussi, j'ai été vraiment paresseux parce que ça, quand même, j'aurais pu aller changer les hauteurs, changer les marges, changer les pixels. J'ai rien fait de tout ça. J'ai dit, c'est trop petit, c'est pas aligné, ça va pas, c'est pas beau. Le chef, le méchant chef, quoi, qui dit, ouais, ça va pas. Et puis, on a vraiment, du coup, progressé comme ça. On est arrivé sur une interface graphique correcte. Hein, c'est pas, je vais pas la vendre, mais au moins, mon apprenti, quand elle prend ça, puis qu'elle utilise ça, ça fonctionne. Et puis, ce n'est pas un machin où elle doit se rappeler, avoir 14 notes pour savoir qu'il faut lancer PowerShell, pour savoir qu'il faut Python, machin. Enfin, voilà. Elle n'a pas besoin de connaître la syntaxe de Python. Pour faire fonctionner ça, ça va marcher. Et puis, après, j'avais fait cette interface graphique qui marchait bien sur mon PC. Mais le problème, c'est que ce n'est pas sur mon PC. Moi, j'aimerais pouvoir bosser pendant que les gens font ça. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai demandé, ce que j'ai voulu faire après, c'est un installeur. Comme ça, avec l'installeur, il n'y a plus la question de faire tout l'environnement nécessaire, Python, machin, tout ça. Je ne veux pas qu'on se pose la question. Je veux donner un exécutable, mais aussi pour moi, parce que dans 6 mois, je ne me rappelle pas. Si on change de PC à la production, je ne sais plus. Donc là, j'ai fait faire un package, je lance vraiment un installeur, et puis après, tac, il y a tout ce qu'il faut sur le PC que je décide. Et puis maintenant, eh ben, j'ai vraiment un outil qui est complètement indépendant de moi, qui ne nécessite pas que je sois là. D'ailleurs, c'était très pratique. Il n'y a pas si longtemps, je suis parti en voyage, je suis parti serein. Parce qu'avant, c'était vraiment... ils attendaient sur moi pratiquement. Ils terminent le travail, il faut que je génère ces rapports, parce qu'après, il y a un QR code sur chaque boîte, machin. Si je ne génère pas le rapport, il n'y a pas le lien sur le rapport, tout s'arrête. Donc là, le but, c'est vraiment justement que ça ne s'arrête pas. Donc, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Donc, après, si on va un petit peu dans le détail, hein, j'ai pu ensuite, en travaillant sur ce truc, j'ai vu, par exemple, que c'était drôlement long. Alors, moi, un truc qui me restait quand j'ai fait de la programmation et tout, c'était, mais on a plein de cœurs sur un ordinateur. Est-ce que pour le traitement des images, on ne pourrait pas utiliser plusieurs cœurs? Donc, j'ai dit oui, est-ce que... Hein, mais vraiment toujours comme parler à un humain. Et puis j'ai dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser la rapidité du traitement des images? Est-ce qu'on ne peut pas faire du multithreading, justement, quelque chose? Et puis là, voilà, j'ai eu une aide là-dessus. On a aussi vu qu'il y avait des fuites de mémoire. Ça, c'est quelque chose, si vous faites du code, ça peut être un cauchemar. Là, ça a été réglé sans problème. Donc, j'ai été très, très content. Ah ouais, je suis désolé, des fois mes slides ne suivent pas. Parce que là, je parle de l'installeur. Donc voilà, là, exactement, j'ai utilisé un installeur. J'ai utilisé le P-installer. Et puis, là aussi, on a pu faire des essais, voir qu'est-ce qui se passe. La première fois, on installe, il manque une librairie, il manque un fichier. Ce n'est pas grave, on revient en arrière, on dit OK. Ça n'a pas fonctionné, parce que c'est aussi quelque chose. Vous avez un message d'erreur, vous le donnez tel quel, vous dites voilà ce que j'ai reçu. Tu m'as dit de faire ça, j'ai essayé, ça a fait ça, ça ne joue pas.
Et puis là, c'est de nouveau un dialogue. C'est vraiment une façon de travailler, un échange. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, après, si on repasse un petit peu toutes les interactions clés que j'ai eues avec Cursor, hein, d'accord ? On a fait des résolutions de problèmes, des optimisations, des suggestions pour régler des cas particuliers. Mais ça, typiquement, tout à coup, on découvre qu'il y a des cas particuliers. Je n'ai jamais fait l'analyse du fichier, puis tout à coup, on découvre, quand on en a fait une trentaine, une quarantaine, que tout à coup, dans il y a une mesure, je ne sais pas, négative ou quelque chose, et puis c'était pas traité. Donc là aussi, on revient en arrière. Ce qu'il faut dire, c'est que là, à chaque fois, le code, bien que je ne sois pas allé bidouiller dedans, je l'avais toujours ouvert. Je voyais ce qui se passe. Le code, il est commenté. Le code, il est en ordre. Ça veut dire que si j'enlève, on décide, on change une librairie, on enlève toutes les références. Il ne traîne pas de déchets, on dit, mais c'est vraiment un code qui reste lisible et propre. Hein. Ce n'est pas un code qui est écrit par une machine, qui est lisible que par une machine. Vraiment, c'est fait de telle manière à ce que si je le donne à quelqu'un qui fait du codage, il va être à l'aise avec ça. Ça, c'est aussi dans les contraintes qu'on peut donner à l'outil. Hein. On peut lui dire documente, mets bien les commentaires, mets bien toutes les informations qu'il faut pour le codeur. Ce n'est pas une ligne comme ça longue avec, comme certains codeurs aiment bien faire, une ligne comme ça longue avec plein d'options dedans, et puis personne n'arrive à lire la ligne et personne n'arrive à comprendre qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, puis message plus détaillé, ça typiquement, ça aussi, le debug, c'est vraiment quelque chose d'assez important, et puis on peut rapidement mettre en place quelque chose qui permet de voir les états intermédiaires. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la ligne n'a pas été bien décodée, et puis l'afficher ou pas? Voilà, c'est des choses qui restent dans le code. Puis typiquement, tout à coup, j'ai décidé qu'il fallait ajouter le numéro du type d'échappement, c'est des échappements qu'on mesure, la gestion des numéros de lot, la barre de progression, c'est toutes des choses qui me viennent au fur et à mesure, c'est toutes des choses qu'on n'avait pas mis au départ forcément dans les spécifications. Ça permet quand même une certaine souplesse. C'est pas parce que j'ai fait des spécifications au début qui étaient assez sommaires qu'on ne peut pas retravailler dessus. Et puis typiquement, optimisation du traitement des images, amélioration des temps de réponse, parce qu'à un moment, ça venait blanc pendant tout le traitement, quoi. L'ordi ne bougeait plus. Ça fait toujours peur à tout le monde. Donc voilà. Après, chose qui est vraiment bien, c'est qu'on peut créer directement le guide d'utilisateur et le guide pour le développeur. Ça veut dire qu'est-ce que ça utilise comme librairie, quelle version. Pour l'utilisateur, c'est assez simple, hein, vous avez vu, c'est presser le bouton, charger, machin, mais il faut quand même le faire. Et puis ça, je le ferai typiquement dans mon test 3, vous pouvez être sûr qu'il n'y est pas. Hein. La documentation, elle n'y est pas, hein, il n'y en a pas. Donc, documentation du code, ça typiquement, il reste toujours propre, le code, il est toujours fait de la même manière. Il n'y a pas une fois on met des variables toto A, toto B, toto machin, c'est propre. Les variables, elles ont les bons noms, on comprend le code quand on le lit, d'accord? Et puis aussi les instructions de déploiement, voilà. Et puis, si on regarde un petit peu ce projet, qu'est-ce qui m'a pris comme temps, d'accord? C'était à peu près 2 semaines, d'accord? Donc, c'est à peu près autant que pour un tout petit programme que j'avais fait qui s'appelait Test 3, puis qui ne disait vraiment pas du tout la même chose, d'accord? Et puis, c'est à peu près 15 à 20 heures seulement, on va dire, d'interaction avec Cursor. Ça veut dire que, là, vous voyez un peu les différentes phases. Et puis, combien d'heures ça m'a pris pour chaque phase, on va dire, d'accord? Mais c'est toujours raisonnable, en tout cas par rapport au temps que moi j'ai. Donc ça, c'était vraiment important parce que je sais qu'on peut le faire, c'est sûr. Mais après, je sais aussi que je n'ai pas le temps et puis non plus, je n'ai pas les ressources. Je ne peux pas payer 15 ou 20 000 francs une boîte externe qui va me faire ça. Il y a des entreprises qui ne posent pas la question, elles le font. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas possible. C'est soit je reste avec mes vieilles méthodes et puis carrément je donne le rapport imprimé, soit tant pis. Donc là, c'était vraiment, pour moi, ça m'a permis de réaliser, on va dire, quelque chose que je n'aurais pas pu faire, a priori. À moins de passer tous mes week-ends. Mais j'ai quand même 50 ans, j'ai quand même une famille. J'ai plus autant de jus pour faire ça, quoi. Je pense qu'à une époque, peut-être, j'aurais passé des nuits à faire du code, mais là, franchement, pas, quoi.
Donc voilà, vous voyez, ça fait 10 à 12 sessions, en moyenne 1h30 à 2 heures par session. Ça veut dire que je peux être interrompu beaucoup. C'est arrivé des fois le soir comme ça, après en regardant la télé, encore un petit peu des échanges comme ça avec l'outil. Et puis ça permet vraiment de faire quelque chose d'assez interrompu. C'est quelque chose aussi maintenant qu'on a beaucoup, on a de la peine à avoir un temps de travail où on est 100% sur le travail. On est toujours interrompu partout. Ça peut être la famille, mais ça peut être le travail, ça peut être un peu tout. On est toujours interrompu. Donc là, ça a permis vraiment, moi, même que c'était haché, j'ai pu avoir quelque chose de cohérent et de suivi. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant. Et puis après, voilà, ça c'est aussi des métriques que j'ai demandé à Cursor. Donc Cursor, des fois, peut-être, il se jette un petit peu des lauriers, mais je pense que c'est assez vrai. C'est vraiment... on est à ça. C'est moins d'une minute, des fois, pour quelque chose qui est compliqué. Ça veut dire que des fois, il doit reprendre 6 fichiers, changer toutes les variables dedans, tout remodifier, me reproposer ça ressort, c'est propre, ça fonctionne. Alors, pour ceux qui ont peut-être déjà fait du code, on perd vite le fil. Donc, moi, je trouve que c'était vraiment bien. Et puis, la correction des bugs aussi. Quand on dit, voilà, il y a un bug, on fait ensemble. Moi, je suggère souvent, comme je suggérerais à un collègue, je dirais, je serais toi, je mettrais peut-être déjà l'état de telle ou telle ligne qu'on a extrait pour voir si on a bien extrait quelque chose de lisible, par exemple. Ça, c'est quelque chose que, quand j'ai extrait du texte, j'y fais sortir qu'est-ce qu'il a trouvé pour voir si moi, quand je le lis, ça me dit quelque chose, ou bien s'il a extrait, j'en sais rien. Tout à coup, c'était pas codé juste, et puis c'était pas extrait juste. Donc, je donne des conseils, entre guillemets, mais c'est vraiment par itération, quoi. Et puis, voilà, c'est ce que je disais, c'est quand même assez rapide. C'est rarement à côté. Ce que j'ai comme suggestion, ça veut dire que si je dis j'aimerais faire ça comme ça, on ne me propose pas un truc complètement à côté de la plaque. Là, peut-être l'avantage, c'est que j'avais peut-être une notion de est-ce qu'on essaye de me balader ou pas. Mais j'étais toujours assez d'accord avec ce qui était proposé, donc il n'y a pas eu de problème. Et puis justement, même qu'on digresse dans le programme, mais même qu'on ajoute des fonctions, la documentation, elle suit, toujours. D'accord ? Donc, c'était pour moi vraiment très précieux. Et puis après, voilà, si c'était en développement classique, ça aurait été 80 à 100 heures, quoi. Donc, franchement, je ne les aurais jamais investis, c'est sûr. Je ne les aurais pas investis. Et puis, même si donné à une boîte externe, le problème, c'est qu'il faut aussi les faire, les spécifications. Et puis les itérations, voilà, tout à coup, il y a un ingénieur qui vient un matin, il nous présente le truc, on lui dit « Ah, c'est pas terrible, ok, je retourne, je vais bosser. » Il revient une semaine après, « Ah, c'est pas encore ce que je veux. » Tandis que là, je peux être beaucoup plus pénible, je peux dire « Ah, non, c'est pas ce que je veux, je peux machin. » Puis c'est tout de suite que j'ai la nouvelle itération. Donc ça permet aussi d'avoir plus de souplesse en face, je pense, que je pourrais avoir avec un bureau d'ingénieur. Donc voilà. Donc typiquement, les avantages clés, c'est clair. La génération de la structure initiale, c'est vraiment pas à négliger, dans le sens où c'est, pour moi, quelque chose qui est toujours compliqué, j'ai trouvé, dans n'importe quel type de langage, c'est qu'il vous faut faire une espèce d'environnement dans lequel il y a les bonnes librairies, dans lequel il y a les bons droits, dans lequel il y a les bons fichiers, tout qui fonctionne, et puis ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou, parce que tout à coup, il manque une petite coche quelque part dans votre système, un petit truc, il n'y a rien qui fonctionne, on ne prend pas pendant des jours. Et puis là, très vite, on arrive à faire fonctionner la première commande. Ça veut dire la première étape, la première brique, très vite, on arrive à la faire fonctionner. D'accord ? Et puis après, justement, le debugging, c'est la même chose aussi. On arrive très vite, justement, à dire « Ah, ce serait peut-être bien de mettre un flag ici, de peut-être mettre un petit pourcentage, est-ce qu'on a passé, est-ce qu'on n'a pas passé, ce genre de choses-là. » Ça, c'est quelque chose, on peut y penser, mais ça prend pas mal de temps à mettre en place, parce qu'il faut aller dans chaque ligne de code, trouver les bons flags, trouver les bonnes choses. Là, c'est direct. Donc voilà, vous avez un code vraiment de qualité, à mon avis. Et puis, en plus, justement, on peut encore se permettre de dire est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser ci ou ça. Chose que, quand vous payez un ingénieur à je ne sais pas combien francs de l'heure, au bout d'un moment, vous dites
c'est bon, ça fonctionne. Donc, et c'est pas vrai, ça fonctionne pas tout à fait, mais on est content et puis on n'a plus de sous. Donc, donc c'est un petit peu ça. Mais voilà, après ça c'est un petit peu redondant, hein. C'est le nombre total d'échanges, les questions, les réponses techniques, les suggestions d'amélioration, les corrections de bugs, la documentation. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Je pense que c'est vraiment vrai. Diminution des erreurs, à mon avis, aussi, vraiment. Après, voilà, ça je vous l'ai déjà dit, la documentation, la cohérence aussi. C'est clair que moi, je travaille tout seul. Après, il faut se rendre compte qu'un outil comme ça, quand on a un contexte, on pourrait travailler en équipe. Ça pourrait être pas forcément la même personne qui commence et puis qui finit. Et puis après, si on fait un deuxième projet qui va être pour un autre type de rapport, je sais quoi, on va repartir avec les mêmes bases et puis le code sera très similaire. C'est pas parce que c'est un truc aussi, ça, avec les codeurs, c'est qu'en général, il y a autant de code que de codeurs, quoi. Parce qu'il n'y a que ma méthode qui est la bonne. Tous les autres, ils sont nuls, ils ne savent pas. Donc là, on arrive à mettre un cadre, puis on arrive à dire, maintenant, c'est comme ça. Ça va toujours ressembler à ça. Et puis l'avantage, c'est que la seule personne qui va peut-être rester dans l'entreprise après, elle va s'y retrouver. Parce que les différents projets seront tous de même qualité et puis formatés de la manière qu'on a décidé, nous. Pas qu'il y a un type qui a appris à l'école là-bas, un type qui a appris à l'école là-bas, puis un type qui a appris tout seul. Ils ont tous leur méthode. Là, on peut formater et puis on peut dire, c'est comme ça que je veux que ce soit. Donc ça, c'était vraiment aussi un immense avantage pour moi. Et puis, alors attendez, je suis parti un peu vite là. Voilà, donc moi, ça m'a permis de faire un projet de façon itérative. C'est vraiment, moi, ce qui m'importait, c'était de réussir à faire ça en plusieurs étapes et puis de réussir à ne pas perdre le fil. Parce qu'il y a aussi ça, quand vous le faites avec d'autres outils, on a tendance un petit peu à... On laisse passer 3 semaines et puis après, on ne sait plus. On ne sait plus où on en était, on ne sait plus pourquoi on avait fait cette ligne, pourquoi on a fait ci. Et puis là, on ne perd pas le fil. On peut continuer, on peut prendre. Et puis voilà. Puis maintenant, j'ai une fonctionnalité qui, moi, me convient. Donc, voilà. J'ai un peu foncé, hein, j'ai un peu sprinté. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, ça va, c'est pas si pire. Alors... je ne sais pas si... Ouais, merci. Est-ce que ça soulève des questions? Alors, si je peux me permettre, oui, pour que ça devienne vraiment plus concret dans un esprit... pardon. Il ne faut pas le brancher. Hein. Pour que ça devienne plus concret dans un esprit de, entre guillemets, débutant, ouais. Donc, l'outil principal de travail, là, c'était Cursor. Oui. Donc, toutes les interactions avec l'IA auxquelles vous faites référence, c'est Cursor. Oui, exactement. OK. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, je ne sais pas si je suis le seul dans ce, alors, c'est vrai que ce cas de figure, mais ça avait besoin d'être traduit pour moi. Oui, pardon. Alors, là, l'avantage, c'est que justement, sur la chaîne YouTube des iSuisse, vous allez trouver, on va dire, ses premiers pas avec cet outil-là. Ça, c'est un outil Cursor, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a c'est quoi, GitHub Copilot, ouais, par exemple, qui fonctionne aussi. Il y a plusieurs outils. C'est clair qu'il y avait un choix à faire. Cursor, en tout cas, moi, m'avait séduit parce que on peut aussi choisir quel LLM on utilise. C'est juste, hein, on peut, voilà. Ouais. Ouais, alors spécialiste. Ces outils, c'est un petit peu dommage parce que le discours étant dominé par ChatGPT et puis l'envie de museler un peu l'utilisation à travers ces outils pour que ça soit le seul canal dans lequel on passe, a fait que ces outils qui sont beaucoup plus efficaces pour l'interaction IA, ils sont appropriés par des développeurs. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une plateforme, c'est celle de Microsoft qui est VS Code anciennement, qui a été agrémentée par l'IA. Donc en plugin, c'est le Cursor, c'est le Copilot.
qui est vraiment promu par Microsoft. Et puis après, il y a la version fork qui est Cursor AI. C'est une équipe de passionnés qui a développé ça. Il y en a une ou deux autres. Il y a Open Interpreter qui permet sur un terminal de faire un peu des trucs comme ça, mais bon, là, il faut être un peu plus développeur. Et donc, en gros, c'est un peu l'interface de demain, parce que là, on voit que c'est beaucoup plus puissant pour faire des trucs avec l'IA. On a juste à converser, les fichiers sont modifiés au fur et à mesure. On peut... Non, alors c'est vraiment une plateforme. C'est très très simple en fait comme interface, parce que c'est des fichiers, une structure de fichiers, un éditeur et une interface pour chatter. Donc ça. Alors la source peut être n'importe quoi. C'est un fichier qu'on peut ouvrir. Nous, on a des entreprises qui font en mode collaboratif. C'est ouvrir par exemple un dossier sur un cloud où il y a divers workflows pour travailler avec l'IA, des instructions, plein de choses. Chaque équipe aura quand même son repo GitHub. Alors, il peut y avoir d'un repo qu'on partage, qu'on ouvre sur cet outil, ou alors ça peut être un Google Drive, ou ça peut être ses documents personnels. Voilà. Merci beaucoup. Alors les modèles, c'est ça aussi qui est important, c'est que dans toutes ces plateformes un peu grand public, on a toujours soit un ChatGPT ou ses versions, ou soit un Claude et ses versions, un Gemini et ses versions. Là, c'est le squelette. Donc derrière, on peut choisir le modèle qu'on veut. On a juste à payer à l'usage. C'est beaucoup moins cher que si on avait une plateforme payante où on est coincé dans un environnement propriétaire. Donc on peut même lier ses propres clés API si on veut le faire, si on veut vraiment maîtriser au niveau données complètement. Mais ces outils sont utilisés par des grosses boîtes, donc il y a aussi des garanties en termes de... si on utilise GitHub Copilot, il y a des terms of use qui sont relativement propres, disons. C'est Microsoft derrière quand même. Donc voilà, mais si on ne fait pas confiance, on peut aussi avoir sa propre clé. Et donc... Là, on n'en a pas trop parlé parce que c'est quand même un petit peu du code. Je suis navré, il me semble que mais moi j'avais une question. C'était, ce truc-là, en fait, il peut être utilisé pour tout. Nous, en interne, il n'y a pas d'autre plateforme aujourd'hui pour vraiment copenser efficacement avec l'IA. Ça va venir, ça viendra. On va peut-être en créer pour l'éducation, on verra. Mais il n'y en a pas d'autres, malheureusement. Il y a un peu que ces deux trucs-là, plus Klein, plus un ou deux autres. Et donc, si on regarde sur YouTube, on trouve que des trucs de codeurs. Mais ça, on peut utiliser pour n'importe quoi. Nous en interne, il n'y a personne qui utilise ChatGPT. On utilise, si on veut écrire un email propre ou n'importe quoi, ou un projet complexe, articuler un livre ou ce qu'on veut, on va le faire avec cet outil. Ça peut être on peut travailler sur n'importe quel type de fichier. Ça peut être un fichier qui est juste texte. C'est pas forcément du code. Donc c'est cette articulation-là. On a tous intérêt à prendre certaines de ces plateformes qui sont certaines open source, moins efficaces, puis ma foi payer si on souhaite un peu plus de valeur ajoutée. Mais ce mode-là, il nécessite de bien comprendre. Comme tu l'as dit, moi, ça m'intéresserait de faire plein d'expériences avec toi, te remettre en condition maintenant, dire combien de temps tu prendrais aujourd'hui pour faire la même chose, je suis très curieux de ça ou aussi, voir au quotidien comment tu l'utilises. Voilà. C'est marrant parce que dans ces trucs-là, en fait, c'est aussi riche que chacun. Nous, on a nos modes d'interaction avec ça. Chacun discute avec ces trucs-là différemment. Il voit des avantages cognitifs différemment aussi. Donc, c'est vraiment aussi riche que les métiers, les gens, les âges. Peut-être ma grand-mère, ça devient un peu dur pour ça, mais pour l'instant. Mais après, voilà. Un truc que je vous ai peut-être pas dit, c'est que là, j'ai maintenant une espèce de grand répertoire Cursor dans lequel j'ai tous mes projets, mais alors ça, c'est un qui est vraiment abouti, qui est terminé. Oh là là, je peux le présenter, génial. Mais j'en ai plein qui sont aussi en cours. À chaque fois que je me dis « Ah non, de bleu, ça, faudra que j'essaye ». Alors, je commence à poser les bases. Et certains sont avancés, certains pas. Certains sont peut-être morts dans l'œuf parce que finalement, je me rends compte que c'est pas, voilà, j'ai pas de solution forcément là. Mais c'est tout. Alors, c'est clair que là, je pense beaucoup en traitement de données, par exemple, mais des trucs tout bêtes. Typiquement, pour ma compta, pour faire la réconciliation de ce qui est arrivé des comptes et machin, j'ai pas le dernier ERP incroyable qui fait ça. Alors, j'extrais des fichiers et puis l'idée, c'est on va aller chercher qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai facturé, est-ce que ça se retrouve et tout ça. Et puis ça, c'est typiquement une application qui est en cours, elle n'est pas terminée. Peut-être je la présenterai un jour, mais c'est embêtant, je vais vous montrer beaucoup de mes chiffres, ça ne m'intéresse pas. Mais là, c'est... Voilà, typiquement ce genre de choses-là. Mais c'est aussi, comme on disait, pour écrire un espèce de mémo pour l'entreprise ou pour ma politique RSE ou des choses complètement diverses, hors code par exemple. Et puis j'ai plusieurs projets comme ça qui sont en attente, on va dire, à chaque fois que j'ai du temps. Et puis là, justement, ça fait peut-être 3 ou 4 mois
Et puis, je sais que ça a déjà beaucoup évolué. Et puis, quand j'entends Charles-Édouard qui en parle, je sais qu'il y a déjà des nouvelles fonctionnalités qui m'intéressent de voir. Et puis, il y a une nouvelle version de Claude. J'ai fait ça avec la version précédente de Claude. Et apparemment, la nouvelle version de Claude sera encore plus précise et plus directe. Et quelle version? 3.5. Ouais. 3.5 et maintenant c'est 3.7. Ouais. Ça fait qu'on a besoin de moins d'interaction avec. Mais après, c'est pas forcément désirable parce que là, la chose qui est importante dans ces interactions, c'est que ça nécessite une validation externe pour être sûr qu'on ne perd pas le fil pour l'outil. Donc il faut spécifier bien les choses, mais c'est aussi s'il y a besoin d'avoir accès à des données fiables. Par exemple, on veut écrire des documents d'entreprise, il faut avoir une source fiable auquel il peut se référer pour éviter les hallucinations et tout ça. Donc on doit être en cycle court avec l'humain qui doit apporter sa réflexion critique. Donc c'est toutes ces applications qui vous disent il y a un agent autonome qui va faire tout ça pour vous. Il y a même Microsoft qui a écrit récemment une grosse publication sur le futur du travail qui va dans cette direction-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune application agent qui fonctionne en mode autonome. C'est des jouets où on a de WhatsApp, ça finit dans un email, on a le contrôle sur rien, on n'a même pas la pensée critique qui va derrière. Donc c'est pas ce genre d'interaction dont on parle ici. C'est vraiment une interaction continue où on valide au fur et à mesure de ce qu'il crée. Toi, tu le fais pas trop, mais généralement tu lis le code qu'il produit aussi. Ouais. Et donc voilà. Donc tout le monde aboutit à plus de qualité aussi. On voit dans l'éducation que par exemple quand on expose à ce genre d'interaction avec un outil qui est poli, l'autre pas, les enfants deviennent plus polis. Donc il y a aussi ça déteint sur nous en termes de qualité. Moi, je le vois aussi avec certains collaborateurs. Je dirais pas les noms en plus. Non. Mais donc voilà, c'est essayer de prendre le meilleur sans se laisser aller malgré tout à l'autonomie, parce qu'aujourd'hui, ça devient possible, mais c'est vraiment pas désirable, à mon avis. Voilà. Et comment vous... J'ai une petite question pour vous, mais c'est tout pour vous. Ouais. Comment vous testez, dans la mesure où, à l'époque où les humains écrivaient le code, c'était quelqu'un écrivait les tests, parfois on commençait même avec les tests, mais est-ce qu'on peut demander à l'agent lui-même d'écrire ses propres tests? Bien sûr. Ça, c'est alors, le truc qui étend la cohérence de ces interactions-là, c'est d'ancrer dans des étapes de validation. Donc en fait, les interactions qui marchent super bien aujourd'hui, peut-être qu'on fera une démo à l'AG, mais c'est en fait définir un plan, brainstormer sur ce qu'on souhaite, donc avoir bêtement des user requirements comme on avait dans le développement classique. Donc on spécifie simplement ce qu'on veut, mais on le fait avant, on le fait pas par erreur comme toi. Toi tu fais un peu genre c'est pas ça. Enfin, on peut le faire de base, articuler l'entièreté du truc qu'on aimerait avoir, et une fois qu'on a un tableau de requirements comme on donnerait à un client d'ailleurs, ou si on avait un consultant, on peut lancer l'outil là-dessus et le forcer dans chaque interaction, parce qu'à chaque interaction, il y a sa mémoire qui est un peu nettoyée. Enfin, il prend ce qu'il peut dans sa fenêtre de contexte. À chaque interaction, on lui demande de se réancrer dans cette liste et de valider, lui, ce qu'il pense qu'il a terminé ou pas. Et là, on pourrait aujourd'hui, si on le fait bien, ça c'est le mode d'interaction que typiquement moi je fais aujourd'hui, on pourrait le laisser en roue libre. On n'a plus beaucoup à interagir parce qu'il a une validation qui est, il va à chaque fois revenir où il en est, vérifier que les étapes d'avant, celles qu'il a cochées, c'est bon. Et il y a même des librairies maintenant où on peut dire, moi mon flow habituel c'est je dicte parce que taper c'est long, donc je dicte ce que j'aimerais, ça m'articule les user requirements, je vérifie avec le client moi-même que c'est exactement ce que je souhaite, et après je lance l'outil dessus, en partie des requirements, une partie une articulation des tâches liées, parce qu'il y a aussi prévoir l'architecture, le repo, GitHub, enfin toutes ces choses-là qui sont pas forcément du user requirement pur. Donc on a ces tableaux de tâches, et après l'outil va... Après, on est humain, malgré tout, à regarder de plus en plus les choses se faire. Mais il faut quand même être là, parce qu'il y a quand même des travers de temps en temps. Il y a une tâche, des fois, qui est mal articulée. Donc, on peut lui dire, écoute, cette tâche-là, tu t'es planté complètement. Donc, reviens sur mon tableau, puis décompose cette tâche en plus granulaire. Comme ça, là, peut-être tu y arriveras. Mais d'avoir ce document qui permet de servir de vérificateur, en fait, c'est absolument nécessaire, parce que ces outils malgré tout sont probabilistes d'une certaine façon, et donc ils ont besoin, enfin ça c'est de la physique de base, c'est un truc probabiliste, on a besoin, il va forcément digresser à un certain point, donc il faut le réancrer dans la réalité. C'est pour ça que ces choses-là sont pas faites pour faire du factuel, ils sont pas faits à moins qu'on ait un ancrage dans une base de données. Si on regarde les confiances par exemple, ou les interactions LLM qui ont été faites dans les hôpitaux aujourd'hui,
C'est possible parce que derrière, il y a une base de données et l'outil va en permanence aller chercher, vérifier l'information. Donc il y a ces cycles qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur, mais si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Donc c'est vraiment important de détacher le LLM brut de l'interaction qui est nourrie de plein d'outils et plein de pratiques en fait. Ouais. Ce que j'ai bien compris, pour éviter les régressions, tu fais une liste de requirements en parallèle, tu forces de repasser dessus et de valider que c'est bien correct. Ah, pardon. Je vais répéter, mais je crois que tout le monde a compris. C'était juste pour ma compréhension. Et waouh! On essaie d'avoir un bon son pour la vidéo. Désolé, je m'arrache les micros. Ouais, alors, pour être super concret, mais je pense que je vais faire une démo à l'AG là parce que c'est quelque chose que peut-être les gens ont envie de voir aussi. Et puis ça marche aujourd'hui assez bien. On pouvait pas le faire avec les modèles d'avant, mais il y a des librairies même qui font ça tout seul. Donc littéralement, c'est par exemple. Ouais. Alors la question c'est est-ce que si on a bien compris, on fait une liste de requirements et puis l'outil revient dessus. Donc si je devais faire ça moi, par exemple, c'est exactement ce projet-là. Je vais dans une salle où il n'y a pas de collègues, je dicte avec Whisperflow ou n'importe quel outil qui marche bien, donc pas Siri typiquement ou ce genre de choses, je dicte tout ce que je souhaite avoir dans cette application, tout ce qu'elle doit faire. Je fais un premier passage sur ces outils pour articuler les user requirements, un tableau qui correspond exactement à toutes les interactions qui doivent se trouver. Qu'est-ce que l'utilisateur doit faire, le système, il doit être performant, il doit être ci, il doit être ça, toutes les spécifications. Une fois que j'ai ce document, je relance l'outil sur ça et je lui demande de cocher, en fait, si oui ou non ces tâches ont été validées au fur et à mesure. Et donc, là où avant, anciennement, il fallait lancer, dire voilà, ça c'est toutes les tâches, on le lance, il perd le fil des tâches, et puis il faut à chaque fois le recentrer. Aujourd'hui, on peut forcer l'interaction. Alors sur Cursor, il y a 25 interactions, donc on doit de temps en temps dire continue. Mais disons, en principe, si c'était libre, on pourrait le laisser jusqu'à ce qu'il coche toutes les cases et venir à la fin et on aurait ce qu'on veut. Parce qu'on peut mettre dans les étapes, exactement ça va dans le sens de ce que vous disiez, on peut mettre dans des étapes, écrire un test et valide. On peut le forcer à chaque fois qu'il ajoute une fonctionnalité, d'écrire le test et de le runner. Et là, on évite les étapes de debugging et autres. Il va faire son propre debugging. On peut lui donner accès au terminal en sandbox, c'est-à-dire qu'il peut s'auto-débugger, runner le code et voir le résultat. C'est aussi intéressant exactement de mettre des lignes, de le forcer dans le cadre général qu'on lui donne d'introduire des lignes de débugage, parce que ça va lui servir à lui. Il ne faut pas oublier que tous ces outils ils fonctionnent en langage, surtout. Donc ils ont besoin d'avoir un truc très clair, comme nous au final. Hein. On ne peut pas débugger un truc s'il n'y a rien qui sort. Donc c'est très utile de le cadrer un peu de cette façon-là, mais aujourd'hui on peut faire... ouais. Enfin, moi j'ai fait le test juste pour faire que les plus réfractaires s'y prêtent. Et puis dans la société, j'ai dit vas-y, fais un jeu Tetris avec, je te mets au défi de le faire. Je te donne la liste de requirements et puis tu le lances dessus, tu verras. Évidemment, il a eu un Tetris à la fin, quoi. Il n'a rien eu à faire presque. Il voulait faire une petite barre, les barres horizontales qui flashent quand ça s'écrase. Il a rajouté ça a marché. Enfin voilà, il a compris que c'est puissant. Ça va quand on fait un Tetris, mais si on a une application ultra complexe avec, je sais pas, 100 000 requirements, comment tu fais pour... Alors ça, c'est tout l'art en entreprise. Et c'est là où ça devient... Évidemment que ça se complexifie, que ça se merge avec le QMS. Si vous avez un Quality Management System ou ce genre de choses, ça doit nourrir aussi ça. Donc, l'avantage de ces outils-là, c'est qu'on peut mettre le contexte qu'on souhaite. Donc quand on ouvre ces projets-là, ça peut être plusieurs repos. Typiquement, dans notre code base d'entreprise, on a tous les départements. Donc on ouvre non seulement le repo, enfin pas le repo, le cloud qui correspond à tout, qui a le QMS dedans, donc pour les équipes de support, etc., tout le monde. On a tous les documents d'entreprise. On a les repos qui sont aussi ouverts avec les différentes facettes du code, front-end, etc., tous les microservices. Et puis après, on travaille sur l'ensemble. Donc ça veut dire que s'il y a un truc, une équipe de support ou une équipe de sales qui a été chez un client, qui a fait un transcript avec un résumé sur Cursor aussi, en disant à l'IA, vas-y, sors les user requirements, l'autre équipe de développement, elle peut dire, explore ce fichier, récupère tous les nouveaux requirements récents, et puis update mon requirement pour mon projet en cours. Et après, on repart sur une liste fraîche et on update le code, avec des tickets, évidemment, tout ça. On peut générer, nous aujourd'hui, on génère les tickets avec l'IA, on les absorbe avec l'IA, on articule les projets en tickets avec l'IA. Je veux dire,
c'est un super pouvoir. Et évidemment que ça remplace pas du tout l'homme, ça nous remplace pas en pensée critique non plus, parce qu'on le fait d'une façon où on est toujours là aux commandes. Mais ça demande un certain savoir-faire et nous, ce qu'on a fait historiquement, c'est beaucoup sur ça. On va aller plus vers l'éducation, mais on a fait beaucoup de ça. Donc, s'il y a des intéressés ici, on sait le faire, on sait mettre en place ces codes base. On l'a fait, enfin, moi, je l'ai fait au CHUV et je l'ai fait ici dans mon entreprise. On sait comment ça marche. Donc, c'est des choses qu'on peut vous partager aussi. Voilà. Il y avait une question. Oui. Et merci beaucoup déjà pour le partage, pour tout ce que tu as expliqué, ton parcours. Et ce qui m'intéressait, c'était comment ça s'est passé, ton apprentissage de Cursor. Pas forcément des outils Python que tu as bien expliqué, Ouais. mais vraiment ton apprentissage avec Cursor, puis comment tu es monté en maturité là-dessus. Alors, on va dire vraiment, c'était avec la première vidéo. C'est une vidéo comme aujourd'hui. Enfin, non, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il était beaucoup plus dans le détail, comment fonctionne l'outil, où c'est qu'on le télécharge, comment on l'installe et tout ça. Donc, il y a une vidéo qui explique ça. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est un petit peu. J'ai fait le premier projet qu'il avait. Il y a un petit projet exemple où on peut voir un petit peu comment ça marche et puis voir un peu les interactions. Et puis après, je me suis dit, j'ai essayé d'abord un petit truc simple, vraiment, pour voir qu'est-ce que ça pouvait générer. Je n'ai pas tout de suite commencé par ce projet-là. J'ai d'autres plus petits projets que j'avais un peu essayé avant. Mais je dirais que c'est assez naturel parce que si on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne, on peut pratiquement l'interroger aussi pour nous expliquer comment tu fonctionnes. Explique-moi comment... Enfin, peut-être il y a des fois des concepts que je n'ai pas compris ou comme ça, où j'ai pu... comme un échange, je m'en sers vraiment comme si c'était quelqu'un, comme si c'était un collègue. Donc, du coup, j'ai demandé innocemment comment on fait ci, comment on fait ça, pourquoi mon historique, elle ne se met pas à jour, ou ce genre de choses. Et puis après, on avance comme ça. Donc, et puis après, on peut partir, une fois qu'on est un peu content de ce qu'on a, on fait une espèce de template, et puis après, on part à chaque fois de ce set de fichiers pour faire un nouveau projet. C'est un peu ce que j'ai fait, quoi. Mais là, je trouvais justement que j'ai une espèce de contrôle. J'ai des vrais fichiers, je peux les déplacer. C'est pas un truc parce que je me suis logué sur telle session de machin, je sais pas quoi. Là, c'est vraiment mes fichiers sur mon disque. Et puis, c'est peut-être ça qui m'a un petit peu aussi séduit, on va dire, avec cet outil. Et il y a des moments où tu as été confronté à des limites. Parce que tu as dit, ouais, c'est génial, il y a tout qui est. Oui, parce qu'au début, j'étais peut-être trop gourmand à lui donner trop à faire sans détailler, en disant débrouille-toi. Et puis en voyant que le résultat, il n'est pas celui que j'attends. Donc après, du coup, c'est comme il dit, on change un peu la granularité. On dit, alors on va d'abord faire cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, pour arriver à la grande étape que j'avais demandé d'abord. Donc, les limites, des fois, c'est justement quand je vois tout à coup que ça fait pas vraiment ce que je veux, qu'on s'est pas bien compris. Des fois, j'ai envie de dire, on s'est pas bien compris. et puis ça, on avance comme ça et ça fonctionne. Mais justement, c'est reformuler un petit peu, c'est ça, des fois. C'est quand on voit que ce qu'on a dit, c'était pas clair, on reformule et puis on arrive à trouver après un peu le genre de granularité qu'il faut, quoi. Puis des fois, on est un petit peu téméraire, puis on redemande un petit peu plus. Donc voilà. Alors, on a beaucoup parlé de requirements, mais des cas de test, comment est-ce qu'on les gère? Est-ce qu'on peut intégrer du Gherkin, ce genre de choses? Parce que des exigences, c'est une chose, mais après, faut-il encore pouvoir exécuter des batteries de tests? Est-ce que ça, vous l'avez intégré? Allez, on repasse le vidéo. Bon, nous, dans le cadre ici, on a une mission large, mais ça, c'est assez spécialiste déjà. En fait, la limite, elle n'est pas tant dans l'interaction ou le savoir, elle est plus dans l'intégration avec des outils. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Il y a ce protocole, ça s'appelle MCP, c'était issu d'Anthropic, maintenant ça a été adopté par Google et d'autres. C'est en train d'être adopté largement. Il y a même des méta MCP qui regroupent d'autres MCP pour nous. Comme ça, on a juste à s'inscrire à un de ces trucs et puis on a l'intégration avec plein d'autres. Mais en gros... MCP, ça veut dire quoi? Ouais, c'est juste modèle contexte protocole. C'est un protocole d'échange... voilà. Ça permet de donner à ces outils qui génèrent juste du langage plausible des outils.
Donc, par exemple, s'ils veulent updater un mail ou lire un mail ou aller voir sur Jira pour les développeurs ou sur une autre plateforme, il faut leur donner l'accès. Il faut leur donner même des credentials pour y arriver. Et donc, tous ces outils-là, ils peuvent parfois, s'il y a un MCP, ils peuvent lancer, je sais pas, par exemple un Daxter pour ceux qui orchestrent des trucs, ou je sais pas. Toutes ces choses sont possibles. Donc on peut lancer des batteries de test, on peut faire tout ça, mais ça nécessite d'avoir cette petite intégration avec un service externe. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile, mais il y a encore 6 mois, c'était impossible. Et même de lier un PDF, parfois il y avait. Et ce qui est intéressant, c'est sur les grandes plateformes, à chaque fois c'est une révolution. Ils disent maintenant on peut lire ce format-là. Aujourd'hui, si on travaille sur ça, c'est un non-problème. Je veux dire, toutes ces intégrations deviennent hyper fluides, hyper faciles. Et puis là, par exemple, même sur des choses graphiques, alors là, c'est encore l'autre limite peut-être, c'est la forme graphique, parce que ces modèles, même multimodaux comme Gemini et ces choses-là, sont pas encore très bonnes pour identifier des éléments graphiques. Donc si on peut pas donner un front-end qu'on a designé sur un Figma, par exemple, donc une plateforme vraiment professionnelle de design UX, et puis dire maintenant on écrit le code pour ça. Il y a des MCP pour lire un Figma, mais le résultat n'est pas encore tellement là parce que c'est les outils qui sont à la base, qui sont pré-entraînés sur des images, ils sont entraînés sur des images de la vie de tous les jours et puis pas des images de front-end. Donc on peut, en ayant distingué des chats, des chiens, tout ça, on comprend un peu qu'il y a des éléments et tout, ils arrivent à le faire magnifiquement bien pour ce qu'ils ont été entraînés. Mais voilà, ces intégrations, que ce soit avec Adobe, conception 3D, toutes ces choses-là, ça va nécessiter des modèles spécifiques pour ça, qui ne sont pas ceux grand public. Et ils vont venir et ça sera de plus en plus facile, mais aujourd'hui, c'est des limites. Ouais. Donc pour ceux qui font de la conception graphique, dommage, quoi. À part les images, évidemment, ou les vidéos. Juste une petite question. Donc l'agent, finalement, il est complaisant, il fait ce que vous demandez. Oui. Est-ce qu'il peut être trop complaisant? Par exemple, on lui demande de créer un rapport, et en fait, les données qu'il utilise dans ce rapport sont des données personnelles et on n'a pas reçu. Donc, l'agent doit dire parfois « Ah non, merde, je ne peux pas faire ça ». Ou vous demandez de générer une interface graphique, il va vous dire « Mais attendez, cette interface graphique, quelqu'un qui est daltonien, il ne peut pas la lire. Je suis désolé. » Vous voyez, le problème avec vous voulez faire un développeur en plus, mais le problème de projet de développement, c'est souvent les développeurs qui pensent... Alors, ils sont faits pour plaire à tout le monde. C'est un peu les Trump. Par défaut, c'est un Trump. C'est quelqu'un qui a pas de charisme, mais qui touche tout le monde. Donc mais on peut les déformer. Donc ça veut dire que si on veut faire un truc bien comme ça, dans tous les contextes professionnels dans lesquels on l'utilise, dans les requirements, il y a l'accessibilité, tout ça. Et est-ce que c'est nous qui l'avons défini? Non. On a dit sors les meilleures pratiques pour étoffer mes requirements. Et les tests, la validation, l'accessibilité, tous ces aspects-là sont rentrés par l'outil qui sait très bien les meilleures pratiques, qu'est-ce que ça signifie. Et donc après, ça sert de point d'ancrage pour être sûr que tout le reste suive. Donc, mais il ne va pas le proposer par défaut parce que, oui, ils sont complaisants, ils font ce qu'on leur dit. Oui. Si on ne leur dit pas d'utiliser les meilleures pratiques, ils vont utiliser nos pratiques à nous, parce que c'est ce qu'on a demandé. Ils sont faits pour pas complexifier les choses sans qu'on le demande, en fait. Voilà. Et si on souhaite qu'ils soient malpolis, qu'ils soient contrariants surtout, on peut aussi les cadrer de cette façon-là, si on veut. Il y en a qui aiment bien, je sais pas. Être insulté par leur IA. Est-ce qu'il y a encore une question? Merci. Du coup, je reviens sur le tout début de cet entretien où vous avez parlé d'éducation. Et donc là, on a des outils, c'est de la bombe, c'est les plus puissants du monde, parce qu'ils sont simples, parce qu'ils accèdent au cœur de nos data, c'est une interaction simple, une UX qui est facile. Comment lier ça à de l'éducation? Comment amener ça vers les enfants, en fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est tellement simple finalement, laisser un accès à quelque chose qui est aussi simple que ça? Ou est-ce qu'il faut commencer à créer de la médiation, des contraintes, etc. Enfin, comment vous approchez ça? Moi, je ne suis pas du tout dans le domaine de l'éducation, mais ça m'intéresse. Alors ça, on a beaucoup travaillé dessus. On a aussi l'expérience avec nos enfants et puis pédagogique parce que voilà, on est aussi issu un peu de ces milieux-là. Mais déjà, il faut comprendre une chose, on n'a pas besoin d'outils, à mon avis, pour apprendre ces choses-là. Donc on peut percevoir l'IA. L'IA, ça pourrait être un humain derrière un écran noir, au final.
Donc déjà très jeune, on peut imaginer des jeux de rôle comme ça où il y a une équipe qui est l'IA qui répond à des demandes et puis voilà. Il n'y a pas d'outil numérique là-dedans. L'enseignant peut faire le médiateur, donc il peut interroger lui l'IA et relayer en termes humains. Donc la discussion elle peut être faite comme ça. Ça peut être par exemple, nous on a pris le plan d'éducation roman par exemple, et puis pour chaque stade de développement, on a proposé des programmes types pour ancrer dans du concret. Et il y a des choses qui sont déjà l'exposition à l'IA elle doit être très faible à un faible âge à mon avis, parce que on doit faire des espaces protégés où les enfants développent ce qu'ils devraient développer normalement. Mais on peut exposer peut-être 4-5% quand ils sont relativement jeunes en primaire, et puis après peut-être 15% quand ils sont au lycée. Enfin, c'est ce genre de choses. Mais dans les interactions, ça peut être par exemple l'enseignant qui vient faire une photo d'un dessin, et puis après l'enfant qui doit parler. Alors c'est l'enseignant qui a l'outil pour aboutir au même dessin qu'il avait fait lui-même, mais en discutant avec une boîte noire, par exemple. Ça peut être toutes des petites choses comme ça qui sont juste apprendre à déceler, en fait à dialoguer tout le sixième sens que tu as développé un peu. On doit pouvoir le développer non seulement sur une plateforme, mais à travers toutes les plateformes auxquelles on sera exposé. Et à un jeune âge, voilà, il y aura forcément des outils qui seront cadrés pour que, voilà, au niveau violence, sexe, tout le reste, ça soit infaillible. Mais ça sera un peu de la même nature. Il y en aura, connaissant la Suisse, ça sera par canton des différents, et puis chacun aura un peu son truc. Donc il faudra, ce sera un monde multilingue avec multilingue IA, donc multicognition en fait différentes. Et ce sera aux enfants de naviguer là-dedans au mieux. On verra ce que ça donne. Mais je pense qu'on a l'opportunité très jeune de soulever en fait ces trucs-là, qu'ils aient un sixième sens des failles de ces outils-là en fait. Des dissonances cognitives qu'on a en interagissant. Et on les a aussi quand on est interagi avec un autre humain. Donc ça, on le sait, surtout si on est marié. Ça arrive, quoi. Donc voilà, voilà. Je sais pas si ça... On aura bientôt, d'ici moins d'un mois, on va sortir le livre blanc. C'est notre vision pour ça, qui est articulé dans du concret. C'est une base de discussion, mais qui va plus dans ce sens de ce qu'on voit qui marche en entreprise, comme là, par exemple. Et donc, il y a des moyens de faire une transition entre un enfant de 4 ans qui connaît rien, qui est exposé à rien, et quelqu'un de fonctionnel comme Grégoire, la plus efficace possible, quoi. Mais on n'aura pas la réponse le premier coup. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'éducation elle est partie sur une autre trajectoire qui est de l'IA-outil qu'on met dans un coin d'une classe. On n'a pas trop envie de l'insérer, mais on peut en faire 2-3 trucs. Enfin, c'est pas la même logique, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire avancer un peu ce terrain-là. Est-ce qu'il y a encore une question? On peut discuter Voilà. Après, il y a encore un apéro, donc on aura encore le temps de discuter. Dans 20 minutes, donc on a encore le temps de discuter. Alors, l'apéro, il est là. Oui, alors à voir, oui. Les pizzas. Ah ouais. Mais, ok. Je peux peut-être juste rajouter un truc, mais ça c'est quelque chose, c'est une espèce de point de vue personnel, mais quand vous cherchez un emploi par exemple, puis qu'on vous dit il faut absolument connaître Oracle, ou bien il faut absolument connaître... c'est toujours un autre ERP, c'est jamais celui que vous connaissez en général. Mais qu'est-ce qui est important? C'est de connaître Oracle, ou c'est de connaître qu'est-ce que fait un ERP, et puis qu'est-ce qu'on aimerait en sortir. Parce qu'en finalement, c'est qu'est-ce qu'on a comme commande, qu'est-ce qu'on a comme... les fonctionnalités. Et puis finalement, j'ai l'impression, l'IA, elle ferait l'interface comme ça. Nous, on doit juste savoir qu'est-ce qu'on veut, puis finalement, comment c'est fait physiquement, comment c'est appliqué, c'est l'IA qui va faire cette interface-là. C'est finalement, comme le code, on n'est jamais dans le bon langage. Si vous voulez si vous voulez postuler pour un poste, on va vous dire c'est du je sais pas quoi, du Java ou comme ça, et puis pouf, pas de chance, vous avez fait complètement autre chose, mais vous savez coder, vous savez poser les problèmes. Donc à mon avis, c'est une espèce d'interface maintenant qui nous sépare un petit peu c'est un niveau d'abstraction supplémentaire probablement. Donc moi c'est ce que j'ai eu comme sentiment en utilisant cet outil. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a tendance à trop facilement utiliser l'IA, alors que des fois, résoudre des problèmes par de la structure ou par d'autres processus, par exemple, on va faire des workflows pour tout, alors que des fois, il suffit juste de structurer un peu mieux. Est-ce que ça ne va pas aussi créer de la dette technique ou de la dette long terme pour certaines entreprises? Le fait par exemple, aujourd'hui, de focus
au lieu d'utiliser par exemple une brique existante, un truc open source, on va forcément utiliser l'IA alors que ça existe déjà, ça a été codé par des personnes, c'est maintenu par des personnes. Donc cette surutilisation de l'IA, est-ce qu'elle n'a pas aussi des revers, on va dire, entre guillemets? Ah non, je te laisserai répondre à ça, c'est très philosophique. Oui, alors ça dépend en fait de comment on l'utilise, parce que si on l'utilisait tous dans une optique où on est dans la boucle, en cycle court, on valide, c'est pas du tout le cas. Par contre, tel qu'on la voit dans les entreprises, si on regarde, il y a eu quelques papiers qui ont dit que l'IA remplaçait en partie l'esprit critique. Donc ils ont donné par exemple des outils à des gens de Microsoft pendant un certain temps, mais c'est des outils de type autonome, c'est-à-dire on laisse en roue libre. Si après on enlève cet outil à la personne, oui, elle se sent un peu plus déboussolée, elle arrive moins à réagir à ses problèmes ou à les articuler qu'avant. Elle a perdu un peu ce sens de la pensée cognitive, quoi, en fait. Mais c'est parce qu'ils l'ont mal fait. C'est parce qu'ils ont cette vision d'agent autonome qui va faire le truc à notre place. Mais là, nous, on ne promeut pas du tout en fait, cette vision-là. C'est justement parce qu'on voit ça dans la société en général, qu'on voit les travers un jeune âge et même plus tard, qu'on essaye de faire quelque chose, d'avoir un dialogue. Mais à mon avis, il y a une interaction très saine. Et dans le domaine de la santé, on le voit aussi. Nous, nos compétiteurs, par exemple, ont cette vision de... On va dicter toute la situation d'un patient et après, on a tous nos documents qui se remplissent. C'est génial. On a montré en long et en large que... c'est qu'aux États-Unis, malheureusement, donc on refait les mêmes erreurs, qu'en fait, ces étapes de validation, il n'y a personne qui les fait. Parce que cognitivement, qui va aller voir dans une liste de documents, relire finement tout ce qui a été fait? Évidemment pas. On va le faire en travers, ou on va même à terme cocher oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des risques pour les patients au final, parce que même s'il y a 1% d'erreur, si c'est des choses importantes, ça peut avoir des répercussions. Donc, l'idée, c'est de designer tous les produits d'IA. Ce n'est pas une histoire de juste d'interaction, c'est aussi dans les designs que nous, on crée, qu'on donne aux utilisateurs. C'est de designer les choses pour qu'ils soient tout le temps aux commandes, que ce que fait l'IA est directement visible. On ne doit pas revoir plus tard. On n'a pas à aller chercher ce que l'IA a fait. Ça doit être directement visible, directement interfaçable avec nous. Et là, on est au contrôle total. Et là, on a cette capacité, du coup, de décharger la charge mentale qu'on a habituellement parce qu'on s'en fiche de manipuler du regex proprement où on n'a pas la fine maîtrise de quelle est la ligne de code que Jean-Bernard, soixantenaire, dans la boîte, on doit toujours s'adresser à lui parce que lui, il sait. Aujourd'hui, on a Jean-Bernard et puis on peut se focaliser sur juste la pensée critique, en fait, l'articulation du problème algorithmique, et puis on n'est pas bloqué. Aujourd'hui, par exemple, au CHUV, il y avait des programmes, des études en master. Ils ont appris, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire pour résoudre un problème, ils savent l'architecture. Qu'est-ce qui bloque? C'est le code. Ce qui bloque, c'est d'articuler quelle librairie, quelle ligne, j'ai oublié cette variable, etc. Et aujourd'hui, un truc qui prenait 6 mois où on interagit avec eux, puis chaque semaine on se revoit, puis on dit malheureusement cette fonction ça marchera pas, voilà. Donc on itère et puis c'est long, ça prend du temps au PI, mais ça prend du temps à l'étudiant aussi. Aujourd'hui, en une après-midi d'interaction, le projet il est fonctionnel. Il n'y a plus qu'à itérer sur des idées. On fait beaucoup plus on scanne des possibles beaucoup plus. On utilise plein d'algorithmes différents, on les génère rapidement. Les petites expériences, on peut les faire très très vite. C'est ce qu'ils appellent le vibe coding, et c'est pas ce qu'on promeut ici, encore une fois. Donc tout ce qu'on voit sur le vibe coding, il y a ce concept de vibe coding qui est utilisé aux États-Unis beaucoup. C'est en gros, on parle et puis quelqu'un fait du code pour nous. Mais ça, c'est un truc qui a aucun sens. C'est pas ce que les praticiens font. Et puis il y a des gens comme André Carpati ou d'autres qui ont donc des pontes un peu du domaine qui ont dit attendez, nous ce qu'on fait c'est assistant IA, c'est pas du vibe coding. Et puis il y a une autre logique. Nous c'est celle de la copensée qu'on a articulée un peu différemment aussi. Mais voilà, donc c'est justement en montrant ce genre de trucs et en essayant de maîtriser ça qu'on va créer une autre trajectoire. Mais les humains étant malgré tout un peu fainéants, évidemment, si on leur donne des interfaces où c'est l'autonomie qui prime, il y aura que des travers. On le voit déjà. Donc c'est justement pour ça qu'il y a un dialogue à engager. Lorsque ces produits, ces services auront atteint une certaine maturité, alors je ne sais pas, dans 1 an, 2 ans, parce que ça va très vite, il y en a qui prédisent que l'IA générale en 2027, mais bon, ça c'est encore d'autres questions. Mais quand on aura une certaine maturité, qu'est-ce qui va se passer pour le monde du dev ou
comment on va interfacer, comment on va interagir avec ces outils? Ben, de toute façon, il y a une barrière fondamentale qui est un outil, quel qu'il soit, même s'il y avait une machine, un oracle qui fait exactement ce qu'on veut, on doit encore lui dire ce qu'on veut. Donc de toute façon, articuler le problème avec un client devant nous, comprendre la réalité terrain, de toute manière, ça, on n'y coupe pas. C'est une réalité mathématique, parce que bah, c'est juste le free lunch théorème, quoi. On ne peut pas obtenir tout sans donner rien, quoi. Donc en fait... ça, c'est une réalité. Donc, au minimum, la réflexion d'articuler le problème, elle sera toujours là. Après, voilà, il est possible qu'à un certain niveau, ben, ça soit juste l'articulation et tout le reste, pas seulement le langage, mais l'articulation algorithmique de la résolution, elle soit automatisée. C'est tout à fait possible que ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va se déplacer à un autre niveau. C'est-à-dire que la frange de où on contribue, ben, ce sera peut-être des blocs critiques ou des autres aspects ou plus des algorithmes créatifs. Tant mieux, au final. Tant mieux, ça fait plus de puissance. Si on était tous capables de générer du code, il n'y aurait pas des décisions de gestion de ville absurdes comme on voit aujourd'hui. C'est des gens qui viennent d'un milieu qui n'est pas du tout scientifique, algorithmique, qui résolvent des choses sur un grand nombre de données, avec leur tête. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Donc de temps en temps, ils ont un statisticien ou quelqu'un qui fait un peu des trucs, mais sinon, ils lisent, ils font une réunion, ils décident un truc. Ça ne fonctionne pas. Donc si on veut résoudre des problèmes de société larges, on est obligé d'appréhender ça, et heureusement qu'il y a l'IA un jour, si on apprend à l'utiliser bien, pour mettre en regard toutes ces données et dépasser ça. Parce qu'on n'aura pas tous les capacités de le faire. On voit déjà que c'est très inégal dans ces choses-là. Et là, on a l'opportunité de démocratiser cette puissance-là, avec les bons et les mauvais, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent du mal dans la société, mais majoritairement du bon, a priori, si on le fait bien. Merci. Une question à Grégoire. Ouais. Est-ce que tu aurais pu faire ce que tu as fait avec Cursor avec N8N, Zapier ou Make? Mais tu vois, je sais pas ce que c'est. Je connais ni la... C'est là où C'est là que j'ai besoin de comprendre, ouais, justement. Ouais. Mais... Si tu veux, je peux. Alors, N8N, c'est un constructeur de workflow où on dit ça résout le problème d'intégration un peu mieux. Donc, on peut dire j'ai un Google, j'aimerais lire un email, on fait un petit prompt, et puis après, ce résultat, il va aller là, puis on met les blocs, et puis à la fin, ça fait ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir avec l'interaction fine qu'on a là, parce que c'est des blocs, c'est rigide, c'est défini une fois, c'est pas une interaction fluide. On peut pas itérer sur le résultat. Et c'est dangereux parce qu'au final, on va automatiser un truc, on va avoir un résultat, puis on va même pas aller checker. Enfin, c'est ce genre d'interaction en fait qui a pas beaucoup de sens, à moins que c'est peu risqué. Puis c'est juste, j'aimerais répondre à ma belle-mère, je m'en fous un peu, et donc je lis mon Gmail à mon Gmail. Non, enfin, j'aurais pu utiliser un autre exemple. Ouais, enfin voilà, c'est ce genre d'interaction. C'est utilisé par personne dans l'industrie pour des choses critiques. Ça a aucun sens. Si on veut créer ça proprement, on le ferait pas avec N8N, on le ferait avec une librairie qui fait exactement ce qu'on aimerait. On le co-créerait probablement avec un outil comme ça. Et donc on fait pas ça. Par contre, voilà, les mecs c'est du même calibre. ChatGPT, impossible de faire ça. ChatGPT, c'est impossible. Même avec Canva, n'importe quoi, il faudrait joindre un certain nombre de fichiers. Déjà, il y a une limite de fichiers. Quand il travaille dessus, il va reproduire d'autres fichiers. Enfin, il faudrait les télécharger, les runner. Enfin, c'est impossible. Donc, voilà, c'est plus cher aussi, au passage. Parce que ces outils-là, enfin, il me semble même GitHub Copilot, il a été bradé à 10 par mois. Donc, pour 10 francs par mois, un truc comme ça, on a une plateforme de copensée qui est pas la meilleure, enfin, ce qui est le meilleur, ce qu'on a aujourd'hui, quoi. On peut choisir le modèle, on peut interagir en mode agent, c'est-à-dire qu'il peut ouvrir un terminal, runner des trucs pour nous, etc. Il peut faire des actions sur le monde. On n'a pas besoin de plus. On peut faire toutes les interactions de ChatGPT sur ça. Et en prime, on n'a pas à joindre des fichiers puis les télécharger ou tout ça. Ça travaille sur les fichiers qu'on a, tout se passe bien, on peut dialoguer. On peut même lier des modes vocaux si on a envie. Enfin bref, on peut s'amuser après à l'infini avec ces choses-là. Mais juste pour... si j'avais dû répondre, j'aurais pas pu, parce que je les connais carrément pas, ces outils. Et puis les seuls que j'ai essayés, qui sont proposés typiquement avec Office 365, ils ont tous essayé. Il y a des flows, des trucs, on peut faire plein de choses, mais à chaque fois que j'ai essayé de commencer à mettre des briques ensemble, je suis tombé sur comment je fais ça, il n'y a pas. Puis moi j'aime bien les clics droits sur les modules comme ça pour voir qu'est-ce que je peux faire. Puis je suis en général toujours un petit peu
déçu du peu de fonctionnalités que j'ai. Donc j'ai souvent essayé et puis souvent abandonné ce genre d'outils. Donc voilà. Là justement, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me convenait. Il y a une question. Oui. Et donc, jusqu'à quel point on doit avoir des connaissances en codage pour utiliser cet outil-là, par rapport à l'utilisation de briques qui... on appelle ça du no-code, hein, je crois. Donc... Alors, mais parce qu'il y a des formations en fait qui sont proposées en no-code avec des outils comme Make et pour quelqu'un qui est pas branché là-dedans, ça peut être attrayant parce qu'on dit vous avez besoin d'avoir aucune connaissance et vous pouvez avec Make faire toutes sortes de programmes. Voilà. C'est du marketing. La vraie différence, elle est dans l'intégration de workflow. C'est-à-dire que si on veut maîtriser finement ce qu'on veut faire avec l'IA, il faut converser, c'est pas des blocs qu'on définit une fois puis après on les fait tourner. On pourra pas dire après va changer ce bloc, c'est pas du tout fluide comme interaction. On peut s'imaginer si on aimerait dire ça marche pas bien, revisite ça. On peut pas, on doit aller ouvrir le bon bloc, on doit retester l'entièreté du truc, c'est pas du tout fait pour ça. Par contre, si on a un mode d'interaction qui a bien marché, puis qu'on veut l'industrialiser un peu, mais on sait pas maîtriser du code. Au lieu d'écrire un script Python qui va le faire, puis qui va envoyer 1000 emails à quelqu'un, à une liste, on peut aller sur un de ces outils puis faire en bloc ce truc-là qu'on sait qui marche bien avec les bons prompts. Et puis là, on peut faire automatiser certaines choses. Mais c'est plus pour lancer des workflows à grande échelle que pour créer des workflows. Pour tous les usages qu'on a au quotidien, d'articuler des choses avec l'IA, c'est pas la bonne plateforme. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est vraiment pour, si on veut automatiser, si on veut dire chaque jour à cette heure-là, je vais envoyer à 1000 personnes quelque chose. Sur le curseur, on peut pas faire ça à moins d'écrire un script. C'est ce genre de choses. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les agents IA? Alors les agents IA, mais ça aussi c'est du marketing. On essaye de nous vendre ces choses-là qui sont relativement coûteuses, qui ne nous servent pas en fait. C'est comme on l'a vu. Si tu as un petit usage personnel à faire, on peut interagir, il suffit de discuter avec l'outil. Au final, il peut même nous créer le script qui va faire la même chose. Donc ces trucs-là, déjà les agents IA, je vous ai dit ce que j'en pensais. Aujourd'hui, ça n'existe pas. J'en connais pas un seul qui tienne la route. Même si on regarde Manus, toutes ces choses qui sont censées faire du code pour nous, non, parce qu'à la fin des fins, il faut articuler finement. Si on veut faire de la qualité de production d'entreprise, il y a les tests, il y a la validation, il y a tout ça. Ces choses-là sont des jouets marketing. C'est des choses qu'on nous promeut ça témoigne de la cohérence, de l'avancée de la cohérence de l'IA, ça oui, mais c'est inutilisable en entreprise. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce qui pullule sur LinkedIn, pour autant qu'on ait l'algorithme qui soit un peu sur ces chapitres-là, c'est de la poudre aux yeux? Là, on est dans une situation qui est un peu malheureuse et c'est pour ça aussi qu'on essaie d'exister, c'est qu'il y a les gens qui utilisent, qui créent ces choses-là au quotidien, qui savent un peu l'utiliser et puis on apprend tous les jours parce que ça va très très vite. Mais on voit que qu'est-ce qu'on trouve sur LinkedIn, c'est des ressources de prompt engineering, de no-code, de les agents qui vont faire à notre place, on va nous remplacer notre travail, de toutes ces choses. Il n'y a aucune réalité terrain sur ça. C'est des choses c'est facile parce que c'est plausible. On s'attend à ça, on voit l'interaction humaine avec ces outils-là. On se dit, si on nous dit que ça va faire demain tout pour nous, évidemment que ça peut, parce que jusqu'ici ça a été plausible. Donc on joue sur ça. Je dis pas que ça a aucune valeur pour des choses qui sont vraiment sans risque. C'est toujours un risque-bénéfice au final. Si c'est, alors peut-être pas l'email à belle-mère, mais autre chose, pour lequel c'est pas très grave au final, on peut installer un pipeline comme ça qui va aller chercher de l'information quelque part, des sources, puis écrire un petit article, puis le publier. On peut faire des trucs comme ça. Mais c'est pas ce qu'on fait en entreprise. Et c'est pas ce qu'on peut faire au niveau personnel. Donc si on veut vraiment... moi j'encouragerais tout le monde si vous voulez créer un workflow d'IA, à moins que vous voulez mettre 0 temps et puis juste aligner des box puis vous le faites une fois. Si vous voulez faire un truc industrialisé ou que vous faites souvent ou vous voulez affiner finement par le dialogue, faites-le avec un truc qui code pour vous. C'est pas très compliqué. Il va vous écrire le script, il va même le faire tourner pour vous.
Vous apprendrez au passage un petit peu comment ces choses-là marchent, parce que c'est un autre truc malheureux dans la société d'aujourd'hui. On est en train de faire la même erreur qu'avec la numérisation. Au lieu d'intégrer dans l'éducation des petits morceaux où on doit interagir avec de l'informatique pour faire des choses, on laisse les gens, puis c'est l'apanage de la physique, de machin. Quand on se retrouve dans la vie réelle, on ne sait pas faire ces trucs, même en tant que physicien d'ailleurs, on ne sait pas. Donc on a fait tout sur papier, puis après la recherche, c'est jamais sur papier. Au lieu de mettre 4%, et puis en croissant, de petits trucs à faire avec un ordinateur. On aurait pu faire ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec les tablettes, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, on a fait cette erreur avec l'informatique. Avec l'IA, on est en train de faire la même erreur. Et nous, on essaye de faire changer ça. Mais on est minoritaire de très loin. Donc, évidemment que sur LinkedIn et tout ça, et toutes ces plateformes. Et si on cherche Cursor AI sur YouTube, vous allez trouver que des trucs de codeurs inintelligibles. Et voilà, ils vont pas vous parler de comment on peut utiliser ça pour le grand public du tout. Je sais même pas pourquoi en fait. Merci beaucoup. Ok, je crois que les discussions seront encore riches. Après, il y aura la possibilité de les poser. Merci beaucoup. Je voulais déjà remercier Sylvain qui a organisé ce Brain to Brain ici, responsable Lausanne. Donc Sylvain Rossi, merci beaucoup aussi à l'intervenant. Merci aussi au reste du comité, Frédéric Maté qui est derrière, vice-président, Daniel Napolilo, caissier qui est en train d'amener les pizzas, Charles-Édouard, bien entendu, notre conseiller scientifique. Le but, là, c'est que maintenant on prenne un petit verre ensemble et puis que vous puissiez digresser et discuter de tout ce que vous voulez. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et puis au plaisir de vous revoir alors le 13 mai à Neuchâtel. Merci.